téléspectateurs. Sur ces plateaux, nous avons le tout premier invité. Il s'agit du président Alain Bolodjoa, qui est de l'opposition, qui est le coordonnateur, le président en même temps de cette structure qu'on appelle le bâtissant, l'évolué bâtissant, voilà. C'est lui l'initiateur, c'est le tout premier invité. Et nous attendons l'arrivée plutôt de Fumontoto pour le compte de l'Union Sacrée. Il va se joindre à nous sans doute en tout cas dans les minutes suivantes pour vous parler République. Nous allons vous parler de cette question qui continue à faire couler en créer sa livre en rapport avec la révision de la Constitution. Est-ce qu'il y a lieu ou pas? Eh bien, le moment est bien choisi ou pas? Nous allons vous en dire plus. L'insécurité qui continue à battre son plein dans la partie Est. Il y a de ceux-là qui pensent même qu'à nos jours, l'Union Sacrée fait exprès de bloquer les institutions. Jusqu'ici, pas la mise en place du bureau définitif au niveau de l'Assemblée, mais nous allons vous dire que la clôture du dépôt de candidature, c'est en fait, les dépôts de candidature se clôturent aujourd'hui, passez-moi cette tautologie en tout cas, au niveau de l'Assemblée nationale, mais du moins au sein de l'Union Sacrée, il y a des contestations. Une frange qui remet en cause l'équipe présentée par l'Union Sacrée, en l'occurrence le nom de Christophe Mbosso, qui pose problème. D'après certaines sources, ce dernier n'a pas un poids politique. Pourquoi revenir encore au niveau de ce nouveau bureau ou encore de du bureau futur, hein, le bureau qui sera mis en place ou encore installé très prochainement. Nous allons vous parler de tout ça et surtout la situation socio-économique du pays qui continue à nous préoccuper du fait que la vie devient de plus en plus difficile ou encore chère. Alain Bolodjoa est déjà là et je me répète, donc Fumontoto va se joindre à nous dans les minutes suivantes. Du moins, je m'en vais et saluer Alain Bolodjoa à qui j'ai dit bonjour et bonne semaine à vous. Merci pareillement. En tout cas, bonjour à tout le monde. Alors déjà, à l'entame, avant l'arrivée de Fumontoto, prenons la question en rapport avec l'insécurité. C'est vrai, la révision constitutionnelle, nous évoquerons la question. L'insécurité à l'Est, c'est vrai. Et il y a nos compatriotes qui continuent à tomber. Après les bombardements dans les cas des réfugiés, eh bien, le corps sera inhumé déjà ce mercredi. Les programmes sont connus, mais les bilans est revu encore à la hausse. Kinshasa, je voulais dire, le gouvernement du Congo de Kinshasa va prendre en charge les obsèques et subventionner peut-être les familles éprouvées. Mais qu'est-ce qui nous empêche, en tout cas, nous, de réagir face à l'attaque? Le gouvernement de Kinshasa ou encore l'armée congolaise n'arrive toujours pas à attaquer, alors que l'armée rwandaise, via les M23, nous continuons de faire mal. Bon, je crois que je risque de dire la même chose. Et justement parce que vous n'avez pas un commandant en chef aguerri, quelqu'un qui a les aptitudes, la capacité à fédérer les énergies en vue d'avoir la paix dans ces pays. Vous savez, je l'ai toujours dit, ça fait plus de 5 ans que je le dis, c'est un malheur d'avoir un président comme M. Félix Tshisekedi. Il a tenté de vous vendre du vent en vous disant que s'il y aurait moins d'escarmouches, il allait attaquer. Et vous vous rendez compte que ces messieurs ne servent pratiquement à rien. Il est plus préoccupé à autre chose. Il n'a pas pris le soin d'insister sur la redynamisation de notre armée. On vous chante ici que l'armée monte en puissance, mais alors qu'en réalité, sur le terrain, nous sentons qu'il y a effectivement un problème. Je ne sais pas si ils prennent le soin d'analyser les faits sur le terrain, mais je pense que tout Massissi peut tomber, tout simplement parce que le gouvernement n'a pas su prendre à bras le corps la question. Ils sont préoccupés à autre chose. La question de la sécurité ou de la sécurisation de la partie Est ne le préoccupe pas assez. Il suffit seulement de voir dans leur comportement pour vous en rendre compte. Parce que je sais qu'à l'époque de Mobutu, s'il y a une situation d'insécurité dans la partie Est, toute la population était mobilisée, et même Laurent Désiré Kabila. J'étais dans l'opposition pendant que Laurent Désiré Kabila, bon, société civile, mais j'ai combattu son système de gouvernance à l'époque. Mais nous sentions que quand il s'agissait de la mobilisation de la population pour la cause sécuritaire, en tout cas, on mettait de côté nos divergences parce que nous sentions que la personne qui assumait la fonction du commandant suprême avait cette volonté. Aujourd'hui, nous avons le malheur d'avoir ce gouvernement des frappeurs qui ne voit que ses intérêts et qui prennent plus de temps dans le loisir, dans le divertissement, au lieu d'insister sur la question sécuritaire. Le droit à la sécurité est consacré dans notre Constitution. Nous avons l'obligation, nous, Congolais, nous, élites, de chercher par tous les moyens de préserver des vies. Parce que la vie, d'après l'esprit de la Constitution, est sacrée. Nous avons également l'obligation de montrer à nos enfants que nous sommes des vaillants,
nous sommes des parents responsables qui préservent la dignité nationale. Et fort malheureusement, aujourd'hui, avec M. Félix Tshisekedi, nous n'avons plus une société de valeurs. Aujourd'hui, nous sommes devenus la rusée du monde entier parce que justement, nous avons des invertébrés, des gens qui n'ont pas la capacité de pénétrer les dossiers et de nous apporter des solutions. Voilà pourquoi vous trouvez que, quand même que l'histoire ou la question sécuritaire ne date pas d'aujourd'hui, mais nous sommes en train de faire du surplace. Il y a beaucoup de défections, il y a beaucoup de démobilisation, justement parce qu'il n'y a pas une bonne politique de la défense et nous pensons qu'il est temps pour nous de nous ressaisir et de trouver les justes milieux afin que nous arrivions effectivement à donner à notre République la possibilité de vivre en paix et de permettre à nos frères vivant dans la partie Est de vivre dans la quiétude justement pour relancer l'économie. Voilà. C'est vrai, ça traîne les pieds. Nous parlons de la solution en termes de paix à l'Est du pays. Mais vous êtes sans ignorer que c'est procédural. Eh bien, Kinshasa avait dit clairement l'autre fois que nous sommes sur le front, deux fronts, diplomatique et front sur terrain en termes de réplique ou encore la guerre si vous voulez. Ne voyez-vous pas qu'à l'allure où vont les choses, vous avez dit tantôt qu'on fait les surplaces, mais du moins sur le plan diplomatique, il y a quand même les avancées. Aujourd'hui, le monde entier reconnaît que c'est le Rwanda qui est derrière les M23, c'est Kigali qui cherche à nous faire du mal, d'où il y aura des sanctions qui suivront, peut-être dans les heures, si pas dans les jours à venir. Bon, je ne sais pas si vous voulez faire comme l'Autriche. Entre 2013 et 2014, il y a eu plusieurs résolutions du Conseil de sécurité interdisant à certains pays voisins de s'ingérer ou de s'immiscer sur la question sécuritaire dans la partie Est. Le Rwanda a été cité nommément. En lisant la résolution 2211 et d'autres résolutions, vous allez vous rendre compte qu'on avait pointé du doigt le Rwanda. En 2013-2014, le Rwanda a été sanctionné par la Grande-Bretagne. Ouais. Justement parce qu'il y a eu une diplomatie. Mais pourquoi la chose ou l'histoire perdue? Parce que justement, M. Kagame a trouvé une terre fertile avec M. Félix Tshisekedi. C'est pour la toute première fois de voir Kagame dire « Cette fois-ci au moins, nous sommes en bon terme avec le Congo. J'ai trouvé un partenaire crédible. » C'est M. Félix Tshisekedi qui est son partenaire. Et M. Félix Tshisekedi s'est permis de vous dire que Kagame, c'est son frère. Il connaît les canaux par lesquels il peut négocier avec lui ou échanger l'autre fois, avec lui. Question de confiance. Non, mais Kagame en a abusé et puis aujourd'hui, on se regarde différemment. Non, mais ça c'est leur crise de ménage. Ça, c'est leur problème de famille. Mais nous nous rendons compte que M. Félix Tshisekedi garde les relations avec le Rwanda et nous assistons là à une sorte d'hypocrisie de la part de M. Félix Tshisekedi. Lorsque vous parlez de la diplomatie, dites-moi quel est l'acte diplomatique qui a été posé en faveur de la population congolaise vivant dans la partie Est? Je n'en connais pas. Je ne sais pas si vous avez des éléments probants démontrant qu'effectivement, il y a eu efficacité sur le plan diplomatique. Parce que les gens confondent le tourisme ou l'itinérance de M. Félix Tshisekedi et la diplomatie. La diplomatie, c'est tout un système, c'est toute une politique. Nous n'avons pas que la personne du président. Il y a les ambassadeurs qui sont là, il y a le Parlement, il y a l'armée, il y a le gouvernement, les autres membres du gouvernement. Mais où en sommes-nous avec la situation de nos ambassades? Parce que si vous regardez très bien, l'essentiel de pays stratégiques, M. Félix Tshisekedi a placé soit ses beaux-frères, soit ses belles-sœurs. Et fort malheureusement, nous sentons que dans ces pays-là, nous sommes sous-représentés. Aujourd'hui, peut-il nous dire, au niveau de l'Afrique du Sud, qui est notre ambassadeur? A-t-il été accrédité? Parce que jusque-là, peut-être les gens ne le savent pas, la personne qui a été proposée ou nommée par M. Félix Tshisekedi n'a pas pu travailler de manière formelle, justement parce qu'il avait des antécédents au niveau de l'Afrique du Sud. Et donc, vous comprenez que la diplomatie dite agissante n'est qu'un mythe. Aucun pays ne nous soutient formellement. Aucun. Ni sur le plan multilatéral, ni sur le plan bilatéral. Aucune organisation ne nous soutient formellement. Aucune. Alors, arrêtons de faire semblant de parler de la diplomatie, alors que nous savons tous que quand il y a diplomatie, on sent qu'il y a un engagement ferme
de pays qui veulent vous accompagner. Il suffit de voir le degré de diplomatie qu'il y a au niveau de l'Ukraine. Tous les États, toute une communauté, la communauté occidentale est derrière l'Ukraine. Vous sentez que l'essentiel des pays soutiennent l'Ukraine dans leurs déclarations et même dans leurs actions. Mais chez nous, aucune action. Vous vous contentez des déclarations, captieuses. Voilà pourquoi on dit clairement que c'est un complot, même sur le plan international. Non, mais apparemment, le complot a commencé aujourd'hui. Le complot a commencé depuis 1884. Ne donnons pas l'impression comme si M. Félix Tshisekedi est le tout premier président à parler du complot. Lumumba en a parlé il y a bien longtemps. Autre mœurs, dit-on, mais si vous reconnaissez qu'il y a un complot sur le plan international, pourquoi s'apprendre au président de la République? Non, mais justement parce qu'il n'a pas... C'est juste... comment dirais-je? Il est comme victime, quoi. Voilà. Non, mais lui n'est pas victime. Lui arrive à tirer les dividendes de son côté. Ce qui est vrai. S'il avait une intelligence situationnelle, c'est ce que nous attendions d'un président de la République. Ne donnez pas l'impression comme s'il devait trouver un pays parfait où il n'y avait pas de problème. Le pays avait des problèmes avant qu'il n'accède au pouvoir. La grande question, qu'a-t-il fait? Parce que quand je vois les maladresses dans sa gestion, le comment il mène ses actions, le comment il sélectionne les personnes qui doivent jouer le rôle, je me rends compte que ces messieurs ne vont nous servir à rien. Et voilà pourquoi vous trouvez que la situation perdure. Il a eu des opportunités qu'il n'a pas su saisir et donner de bonnes orientations. C'est lui qui a constitué le peuple. Tel que lorsque la France était venue ici, la France était en position de faiblesse. Aujourd'hui, la France a commencé à se requinquer. Et c'est en ce moment précis que vous voulez aller vers la France pour soutenir, pour bénéficier de son soutien. Pendant que la Russie nous avait tendu la main, en ce moment-là, la Russie avait effectivement l'intention de nous accompagner. Aujourd'hui, vous faites semblant parce qu'il veut profiter de la situation pour gagner. Et du côté de l'OTAN et du côté du BRICS. En oubliant qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus pendant la période de la guerre froide, où Mobutu a eu à en profiter. Il a eu à profiter pendant la période perestroïka, justement en cherchant à être du côté de l'URSS et en même temps du côté de l'OTAN. Aujourd'hui, nous avons un problème. C'est lui qui fait office du président de la République, n'a pas la capacité à donner des orientations et à permettre à ce que l'État puisse tirer la couverture de son côté. Nous sommes isolés sur le plan diplomatique en rapport avec la question de la partie Est. Nous sommes isolés, alors que le Rwanda est en train de gagner du terrain. Alors, essayons de réfléchir. Qu'est-ce que le Rwanda a que nous n'avons pas? Parce qu'apparemment, sur le plan superficie, on est plus grand que le Rwanda. Sur le plan démographique, on est plus grand que le Rwanda. Sur le plan sociologique, on est plus fort que le Rwanda. C'est que le Rwanda a que nous n'avons pas la qualité de ses dirigeants. Kagame donne l'impression d'être plus intelligent sur cette question, bien que c'est un sanguinaire, c'est un criminel, mais du moins, il sait convaincre même quand il dit le mensonge. M. Félix, c'est que ce soit ses mensonges, que ce soit ce que nous pourrons considérer comme vérité, il n'a pas la capacité de convaincre, justement parce qu'il n'a pas la crédibilité nécessaire. Alors, pour que nous arrivions à résoudre ce problème, ce monsieur doit partir. On doit chercher un président sérieux, à qui nous allons confier l'avenir de notre pays. Et je suis sûr et convaincu, même si on ne mettra pas totalement fin au conflit dans la partie Est, mais au moins il y aura accalmie pour nous permettre de redynamiser notre armée. Voilà. Il doit partir, c'est vous qui le dites, vous n'avez pas tort, surtout que c'est constitutionnel, mais du moins il faut suivre la voie qui est indiquée. Donc il a encore son deuxième mandat, son 5 ans. Non, quelle voie? Vous parlez de quelle voie, s'il vous plaît? Élection et les chefs de l'État, si c'est son dernier mandat, ce qui est sûr, peut-être qu'il partira. Alors, parlons également... Non, mais attendez, quand vous dites peut-être qu'il partira, ça veut dire quoi? Non, ça dépend de lui. Ça dépend de lui. Son deuxième mandat... Non, mais son deuxième mandat, il peut partir. L'obligation de respecter la Constitution. Non, cher ami. Il faut partir, donc il faut attendre jusqu'à ce que le mandat prendra fin. Mais du coup, cela me pousse à vous poser la question en rapport avec la révision de la dite Constitution. C'est vrai, ça fait couler en craie et salive. Il y a un article 219, vous le savez, ça dit clairement que sous l'état des sièges ou pendant la guerre, en cas de l'indisponibilité des deux chambres, on ne peut en aucun cas reviser la Constitution. Jusqu'ici,
il n'y a pas l'Assemblée nationale, je veux dire, les bureaux de l'Assemblée nationale n'est pas mis en place, encore moins du Sénat. Et nous sommes sous l'état des sièges, à l'Est, bien évidemment. Mais du moins, il y a des voix qui s'élèvent. Il y a même la position qui est connue de l'Union sacrée, qu'il y a lieu de changer ou de réviser la Constitution. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord réagir par rapport à vos propos, par rapport à ce que vous avez dit tantôt. Mal, là? Non, je sens tout simplement que vous voulez protéger l'axe du mal, mais on va essayer de lire l'esprit et la lettre de la Constitution. La Constitution dit ceci dans son article 75. En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions du président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Cela veut dire quoi? La Constitution consacre aussi la démission comme moyen de mettre fin à un mandat. Il peut démissionner pour incompétence. Parce qu'on ne doit pas conditionner l'État congolais par rapport aux insuffisances d'un individu. Si vous voulez que les choses évoluent dans ces pays, on doit être exigeant. On doit éviter de donner l'impression comme si M. Félix Tshisekedi c'est un dieu, même si rien ne va, on doit le laisser là. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 de membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du membre du gouvernement sont votées blablabla. Ça, c'est l'article 166. L'article 167. En cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus de leur charge. On peut déchoir un président de la République de ses fonctions. En cas de condamnation, vous avez si bien dit. Non, mais effectivement, M. Félix, il y a beaucoup de raisons pour qu'il soit arrêté. Il y a eu haute trahison à plusieurs égards. Beaucoup de fois, il a violé intentionnellement la Constitution. Alors, ne pensez pas que la fin du mandat est liée aux élections. Non, on peut chasser quelqu'un du pouvoir, sans oublier qu'il y a l'article 104. Et donc, par rapport à votre question, je pense que ce sont des supputations, ce sont des agitations pour rien. Un ballot d'essai, d'après vous? Non, mais effectivement, il y a beaucoup d'agitation pour rien. Ces gens-là n'ont même pas la capacité de vous proposer un projet d'une nouvelle constitution ou sinon un projet de la révision d'un article donné. Il y aura une commission qui sera mise en place très prochainement pour étudier ou encore statuer par rapport à la question. Oui, mais l'article, la constitution est claire. Si M. Félix Tshisekedi, qui fait office aujourd'hui du président de la République, a l'intention de réviser certaines dispositions de la Constitution dont il a la compétence, quoi de plus naturel? On ne va pas faire débat sur ça. Peut-être qu'on fera débat par rapport à la qualité ou à la pertinence de ce qui va être proposé à la population. Parce que la Constitution elle-même a prévu la révision de certaines dispositions. Ouais. Mais attention, dans cette Constitution, il y a des dispositions qui sont frappées d'immutabilité. Il ne revient pas à M. Félix Tshisekedi, président de la République, bien que de fait soit-il, prendre l'initiative de changer les constitutions. Parce qu'il y a un principe... n'est pas venu de lui. Vous avez suivi son intervention face à la diaspora. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit il m'a jamais convaincu, parce que je ne vois rien de sérieux en lui. Pour qu'un président de la République se prononce en faveur d'une révision ou d'un changement de la Constitution venant de ceux que lui considère comme des Congolais, cela se fait sous forme d'une pétition. Alors, s'il n'a pas l'information, il a tout le temps d'apprendre. La population, pour que la population initie la réforme de la Constitution, bien qu'on lui reconnaisse le droit d'initier la réforme de la Constitution en termes de révision ou d'amendement de la Constitution, cela s'est fait par pétition signée par 100 000 personnes. Réviser la Constitution, vous n'êtes pas pour, c'est votre point de vue, vous êtes congolais. Non, mais je ne peux pas être pour. Je ne peux pas ne pas être pour parce que c'est la Constitution qui le dit. Mais le problème maintenant, quelles sont les matières à réviser? Voilà. La diaspora voudrait assez qu'on change. Je voulais enrichir la question pour dire que, par exemple, il y a un opposant, je veux dire un politique, l'ancien Premier ministre soit-il, Adolphe Mouzitou, qui s'est dit favorable, mais du moins,
Lui, il a proposé au moins quelques matières à traiter, notamment le régime présidentiel. Il pense qu'il y a lieu d'adopter pour le régime présidentiel en lieu et place plutôt du régime semi-présidentiel. Non, mais changer de régime présidentiel au régime semi-présidentiel n'est pas interdit. Ça ne sera qu'une révision. Ça va nécessiter bien évidemment la Ce révision qui est de la interdit, Constitution. c'est de nous faire quitter d'une république à une monarchie. Mais changer de présidentiel à semi-présidentiel à présidentiel, ce n'est pas ça le problème. D'après Alain Bolodjoa, quels sont les articles qu'on ne peut en aucun cas toucher ou réviser pendant ce temps, d'après vous? Non, mais la Constitution est claire. La Constitution est claire dans ses dispositions. Quand vous lisez l'article 220, il y a des matières qui sont frappées d'immutabilité. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Les articles, Vous ne pouvez pas changer la durée et le nombre de mandats. Par exemple, ça c'est, vous n'avez pas le droit de les faire. Vous n'avez pas le droit de réduire les compétences de province, par exemple. Vous n'avez pas le droit de réduire le droit acquis aux Congolais. Ça, c'est connu. Mais si vous voulez ajouter de droits à certains autres Congolais, il n'y a pas interdiction. Parce que nous prenons pour plusieurs nationalités. Quand même que nous tenons compte de la sensibilité de la question. Si on dit, voilà, on ne peut pas ravir la nationalité aux autres Congolais. Quoi de plus naturel? Parce que c'est ça notre vision. Vous voulez changer les dispositions de l'article 10? Oui, nous sommes d'accord. À condition d'ajouter et non d'enlever. Reconnaissons que nous avons fauté dans ces dispositions parce que nous avons ravi la nationalité d'origine. On ne peut pas révoquer la nationalité d'origine à quelqu'un parce que cela est lié à son histoire. Et si vous voulez reconnaître la nationalité à tous les Congolais qui ont eu à changer de nationalité ou acquérir d'autres nationalités, quoi de plus normal? Mais ce n'est pas un changement de la Constitution en tant que tel. Ce n'est qu'une révision. Oui. Attention, en intégrant aussi la dimension sécuritaire. C'est-à-dire que la raison qui a poussé le constituant à insister sur cette question, bien que était une raison conjoncturelle ayant des effets jusqu'aujourd'hui, nous pouvons revoir, mais en créant des garde-fous. La difficulté, la personne qui veut initier la réforme de la Constitution nous a dit clairement que les Banyamulenge sont des Congolais. S'il révise la Constitution, il va leur reconnaître la nationalité d'origine. Apparemment, dans cet aspect des choses, les gens ne veulent pas analyser. Qui vous dit que M. Félix Tshisekedi veut faire la révision parce qu'il est convaincu du bien fondé? Qui vous dit que M. Félix Tshisekedi n'est pas poussé à réviser certaines dispositions? Parce que lorsque nous étions à Sun City, ce que vous appelez abusivement les Banyamulenge n'ont pas pu obtenir la nationalité d'origine. Ils ont pu obtenir la nationalité par acquisition. Qui vous dit que le changement ou la révision de la Constitution ne va pas leur reconnaître la nationalité d'origine? Parce que c'est là où étaient les débats. Tous ceux qui ont participé... Mais qui vous dit forcément également que la question sera traitée dans le sens où vous abordez là? Non, mais nous sommes en train de réfléchir parce qu'ils n'ont même pas commencé à réfléchir. Ils n'ont donné aucune disposition en dehors de ce que nous avons vu, des divagations que nous avons entendues. Non, voilà, parce qu'il y a un retard en termes de mise en place du gouvernement, eh bien, nous devons procéder par le changement de la Constitution pour permettre à Mbosso de convoquer l'électorat ou de convoquer la plénière en vue de se choisir un nouveau bureau de l'Assemblée nationale. La question sera évoquée parce que... Mais ça, c'est ridicule. C'est ridicule. On ne peut pas changer ou réviser une Constitution juste parce qu'il y a quelqu'un qui est excité quelque part, qui ne veut pas bien jouer son rôle. Si cela doit se faire ainsi, posez-vous la question. Si pendant la mandature ici, on arrivait à avoir un blocage et qu'on n'arrive pas à mettre en place un bureau définitif, on doit encore changer de constitution. C'est ça le raisonnement de M. Félix Tshisekedi. La constitution est un pacte social qui réconcilie 450 tribus. On ne va pas commencer à changer comme ça, comme si vous considérez la Constitution comme un acte de mariage, parce que vous ne voulez plus de votre femme, vous la répudiez et vous dites à l'état civil d'annuler l'acte de mariage. Même dans ces cas-là, il y a un processus et une procédure à suivre. Vous n'avez pas le droit. M. Félix Tshisekedi n'a pas le droit d'initier le changement de la Constitution, parce qu'il est lié à celle-ci. Aucune institution n'a le droit de changer ou d'avoir l'initiative de changer la Constitution.
Toutes les institutions sont liées à cette Constitution. Seul le peuple souverain qui en a le droit. Attention, pour que le peuple arrive à initier le changement de la Constitution, il faudrait qu'il y ait une crise majeure. C'est-à-dire que la Constitution actuelle ayant été violée systématiquement, la population se met en porte-à-faux contre les animateurs de l'institution. Il faudrait qu'il y ait révolution. Après révolution, on va convoquer un congrès fondateur et c'est à l'issue de ce congrès fondateur qu'on va présenter un nouveau pacte social qu'on va appeler la Constitution de la 4e République. Aujourd'hui, ceux qui sont installés, entre guillemets, au nom de cette Constitution, n'ont pas le droit d'initier le changement de celle-ci. Donc, quelque part, vous comprenez que M. Félix Tshisekedi n'a aucune notion sur la Constitution actuelle, et cela fait que quand il fait des déclarations, les autres, dans leur agitation, vont chercher à donner une forme à cette déclaration, justement pour ne pas donner l'impression d'avoir en face quelqu'un qui n'a aucune maîtrise. Et donc, vous vous rendez compte que les débats sur la révision ou le changement de la Constitution, jusque-là, ne se posent pas sur le plan formel. C'est juste des agités, des excités qui veulent nous lancer dans ces débats pour nous faire perdre du temps. Donc, en clair, il n'y a pas d'opportunité. Mais sinon, les blocages, parlons-en, parce que vous l'avez évoqué, pardon. Est-ce vrai, il y a blocage? On ne sait pas, mais toujours est-il qu'après la nomination du madame Souminois, à la tête du gouvernement comme Premier ministre, bien évidemment, on n'a toujours pas le gouvernement. Au niveau de l'Assemblée nationale, pas d'amalgame, hein. Déjà, c'est pour ce mercredi qu'il y aura les élections de ce bureau. Mais est-ce que les blocages proviennent, d'après vous, au sein de l'Union sacrée, ou bien c'est procédural, il faudra attendre jusqu'à ce que les institutions seront mises en place? Non, mais c'est fait à dessein. Je crois que ça fait partie de la stratégie de M. Félix, c'est que justement pour justifier la fameuse révision ou changement de la Constitution, parce qu'il en a parlé. Essayez de vous imaginer. J'ai vu celui qui a été présenté comme informateur aller déposer son rapport, son premier rapport, 2 semaines après sa désignation. Qui l'a renvoyé? C'est M. Félix Tshisekedi. Pensez-vous vraiment qu'ils ont pris le temps de lire son fameux rapport, son deuxième rapport? Est-ce que M. Félix Tshisekedi a-t-il eu le temps de lire ces rapports? Est-ce que la nomination de cette dame a été faite sur base de ces 10 rapports? Je ne pense pas. M. Félix Tshisekedi avait déjà son plan. Il avait l'intention d'envoyer Kabouya aller relire son rapport parce qu'il semblerait qu'il y aurait des fautes en termes de fond et de forme. Et donc, il devait d'abord faire le toilettage afin d'amener le 10 rapport au niveau de l'institution président. Ça nous a pris plus de temps. La nomination du gouvernement n'est pas liée à l'installation du bureau définitif de l'Assemblée. C'est possible de nommer le membre du gouvernement en entendant que les choses se régularisent de l'autre côté. Et si nous étions dans un pays sérieux, après avoir nommé le membre du gouvernement, chaque membre du gouvernement doit apporter aussi sa pierre dans la conception de politiques publiques à mettre en place pendant toute la mandature. Parce que lorsqu'ils vont élaborer le programme de gouvernance, on doit aussi écouter les membres du gouvernement qui seront appelés à travailler et à mettre en œuvre le fameux programme. Fort malheureusement, M. Félix Tshisekedi, ne comprenant pas le rouage, la fonctionnalité de l'État, il est en train d'induire tout le monde en erreur. Au-delà de ça, il y a des crises au sein de l'Union sacrée. M. Mbosso est pour beaucoup. C'est lui qui devrait en réalité convoquer l'électorat justement pour permettre à ce qu'il y ait élection. Et je crois que la mission dévolue à ces bureaux était celle-là. C'est-à-dire que ces bureaux devaient, en principe, organiser les élections, n'est-ce pas, pour que vous ayez, ou que pour que nous ayons le bureau définitif, quand bien même que je sais que ce bureau-là ne va servir à rien du tout, parce qu'ils viennent là, justement, pour leur enrichissement personnel. Et donc, vous comprenez que le fait d'avoir un pouvoir bigarré, parce qu'il y a un mélange de tout, il y a un fourre-tout, on sent qu'il n'y a pas assez d'intelligence qui est mise en exergue pour permettre à ce que les institutions puissent travailler de manière optimale
envie de permettre à l'État d'atteindre ses objectifs, ils sont là justement pour se servir et servir leur famille. Il suffit seulement de voir la liste qui est en train de circuler. Je ne sais pas certifier. Ne vous rendez-vous pas compte que ces gens-là ont pris le peuple en otage? Même leurs membres de partis politiques. Ce sont le même nom qui reviennent. C'est ce que je voulais vous relancer comme question, parce que c'est vrai, nous parlons du blocage. Bon, on ne peut pas dire effectivement il y a blocage, mais c'est ce que nous... Non, il y a blocage. Parce que ça a pris beaucoup de temps. Parce que même au sein de l'Union sacrée de contestation, par rapport à la liste, oui, c'est authentique, parce qu'il y a le nom de Mbosso qui revient, il y a le nom de fils Bahati qui est là, et au sein même de l'Union sacrée, j'ai dit à l'entame de cette émission qu'il y a plus de 200 ou encore 200 députés qui sont contre l'équipe présentée pour le bureau de l'Assemblée. Est-ce que ça peut constituer encore un blocage? Si oui, est-ce que c'est fait exprès ou bien il y a seulement divergence des ambitions? Non, mais ces fameux députés ne savent pas que ce sont eux qui sont le premier élément du blocage. Le fait seulement qu'ils n'aient pas été élus, c'est là le début du commencement. Vous avez organisé de mauvaises élections avec des machines à tricher à la maison. Vous avez été voté à domicile et vous êtes surpris de voir que les choses soient faites de la plus mauvaise manière. Nous nous rendons compte aujourd'hui que l'immoralité est en train de battre le plein. Nous nous rendons compte aujourd'hui qu'on ne peut pas bâtir une société sur fond de mensonges, de la forfaiture, de la corruption. M. Félix Séké est en train de provoquer l'effondrement de notre société. Voilà aujourd'hui, l'institution Parlement est caractérisée par l'immoralité. Aujourd'hui, la corruption a atteint son paroxysme et tout le monde se rend compte qu'on ne peut pas compter sur M. Félix Séké. Alors, ça, la grande question, c'est lui. Point de vue. Non, mais effectivement, c'est moi qui parle. C'est lui. Non, mais je ne parle pas au nom de tout le monde. J'ai fait mes analyses. C'est que je comprends. M. Mbosso, M. Bahati savent déjà qu'ils sentent le formol politique. C'est-à-dire qu'ils sont en train de sortir. Ils veulent préparer des générations futures ou amener les jeunes à assumer des fonctions. Mais ce qui est surprenant, ils préfèrent choisir au sein de leur famille et non choisir ceux qui se sont battus dans leur parti politique. C'est-à-dire qu'ils considèrent l'État ou leur parti politique comme un investissement familial. Et ils veulent bénéficier, ils veulent se garantir d'un retour à l'investissement. J'ai investi dans le parti, bien que les autres sont là, ils sont comme des employés. Et dès qu'il y a des dividendes, je dois privilégier ma famille parce que c'est lui qui sera mon successeur. C'est là le plus grand problème. Au lieu que la jeunesse de ces partis prenne le soin de réfléchir sur son rôle. Aujourd'hui, tous les membres de partis, AFDC, AFDCA, ces regroupements politiques, sont des paillassons. On se sert d'eux justement pour enlever la poussière dans les chaussures. C'est évident dans malheureusement, tous les partis politiques presque, hein, malheureusement. Non, mais vous dites malheureusement. Et voilà pourquoi je fustige, je condamne. Comment pouvez-vous croire un seul instant que dans un parti comme AFDCA, un parti politique AFDC ou AFDCA en tant que regroupement politique, qu'il n'y ait que le Bahati comme compétent. Dans les entreprises, on nomme essentiellement que des Bahati. Au poste ministériel, on doit trouver que des Bahati. Alors, les autres là servent à quoi? Ne servent à rien. Ne servent à rien. Et vous prenez Mbosso. Mais, papa Atayo Mogo. C'est ce qu'il avait dit. Non, mais voilà pourquoi je ne fais que les paraphraser. Je réponds à sa propre phrase. Vous pensez que vous devez mourir en fonction? Non, mais voilà pourquoi je dis. Vous pensez que vous devez mourir en fonction? Il n'y a pas que vous, messieurs. Faites comme Bahati, si c'est ça votre philosophie. Présentez une autre personne. Non, j'ai dit si c'est ça. Alors qu'au côté de Bahati, il y a également le Bélarmé Biamungou, il y a beaucoup de noms. J'ai dit si c'est ça. Non, j'ai été suffisamment clair. J'ai commencé à condamner Bahati. Si c'est ça votre philosophie, il fallait présenter une autre personne. Vous pensez que M. Mbosso pense qu'il est compétent. Le président de l'Assemblée le plus piètre, c'est lui. C'est lui qui a amené l'immoralité. Et lui-même a le courage de le dire. Donc, vous comprenez que M. Félix Séké a un problème de casting. Il a un problème de qualité du personnel politique.
lui-même et ce qu'il est, vous savez comment il est, et il veut s'entourer de Mbosso, de Bahati, et ainsi de suite. Ce qui est surprenant, je vois plus de jeunes accompagner M. Félix Tshisekedi. Mais dans la désignation, il ne choisit que ces gens-là qui sentent le formol politique. Il est en train de vous mentir. M. Félix Tshisekedi est en train d'entretenir cette situation justement pour se maintenir au pouvoir, diviser pour mieux régner. Et cette politique-là ne tiendra pas. Moi, si j'étais à la place de ces jeunes-là, j'allais quitter ces genres de partis. Mais où est-ce que ça va nous amener? C'est les conflits internes, parce qu'il faut dire en clair ici que l'union sacrée, c'est un fait privé. Mais nous sentons que les institutions en pâtissent, les institutions sont en difficulté par rapport à la gestion de l'union sacrée. Comment on peut décanter la situation? Non, mais je vous ai fait une proposition ici. Il faut les chasser tous. Non. Parce qu'on ne va pas bâtir une société... Non, mais attendez. Dans le sens où vous avez posé une question. S'il vous plaît. Nous avons une Assemblée nationale. Non. Nous avons le député. Non. Certes, nous avons le bureau définitif. Non. Mais au sein de l'Union sacrée, il y a des guéguerres et ça bloque les institutions. Oh, mais comment oui. on peut décanter la situation? Non, mais je vous dis, il faut les chasser tous. Parce que ce qui est vrai, s'ils étaient réellement élus, s'il y avait de bonnes élections, un monsieur comme Mbosso ne pouvait même pas être élu. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait à Kenge? Là, il faut demander à ses électeurs. Non, il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu, c'est le fruit de la forfaiture électorale. Qu'a-t-il fait? Comment voulez-vous comprendre que depuis que j'étais enfant, on me dit toujours, on cite toujours le nom de même personne. Ne me dites pas que dans ces pays, il n'y a pas d'autres personnes qui ont des ambitions. Qu'a-t-il fait pour mériter l'électorat? Et voilà pourquoi Madame le Premier ministre a dit clairement qu'elle ne va pas travailler avec le président. Elle n'a pas le pouvoir, elle doit arrêter de faire semblant. Elle doit arrêter de faire semblant. Elle doit arrêter de faire semblant. Elle n'a pas le pouvoir de décision. Elle est là comme Mbosso. Elle est là comme les autres. Non, ça sera son gouvernement, ça vous le savez. Non, le gouvernement de la famille Tshisekedi. Quel gouvernement? Le pays est géré par la famille. Le pays n'est pas géré par Madame Toulouka. Ah, là. Bien qu'elle a tenté... Vous débutez des choses, cher Alain. Parce non, mais je vous dis, c'est la famille qui gère. Qui est de la famille, il n'y a aucune personne d'autre qui à la tête même d'une institution, même une seule. Non, mais diriger le pays, avoir la fonction président de la République, qui sont deux choses différentes. Il y a des gens qui dirigent à distance sans nécessairement avoir de fonction formelle. Pensez-vous qu'au niveau de l'UDPS, la famille n'intervient pas? La famille intervient. Alors, si c'est l'UDPS qui aurait... Privé, ça non, mais vous avez dit que l'union sacrée était un fait privé, mais le conséquent de son dysfonctionnement a une incidence sur les institutions. Ouais. Alors, dites-nous, sur base de quels critères Madame Toulouka a-t-elle été désignée? Sur base de quels critères? C'est la famille qui a permis à ce qu'elle soit là. Voilà pourquoi vous trouvez tous ceux que vous appelez dignitaires, avant d'ambitionner une fonction quelconque, ils commencent par la famille. Ce sont là des réalités sociologiques qu'on ne veut pas mettre de côté. Tout celui qui veut entrer en fonction dans ces pays doit passer par là. Premier ministre, là-bas. Mbosso, Bahati, Bemba, là-bas. Le fameux gouverneur, là-bas. Vous n'avez pas cité Kamere parce qu'il n'était pas là-bas. Alors que c'est lui qui sera, bien sûr... Mais voilà pourquoi il est combattu. Voilà pourquoi il est combattu, vous le savez. Il est combattu par l'UDPS. L'UDPS ne l'a pas soutenu. Vous le savez. L'UDPS a voté contre Kamere parce qu'il n'est pas passé par là. Et je ne sais même pas si Kamere sera réellement président de l'Assemblée. Tout peut arriver à tout moment. C'est la famille Tshisekedi qui est en train de tout régenter. Je pense que nous avons le malheur, en tout cas le malheur d'avoir M. Félix Tshisekedi à la tête du pays. Essayez de vous imaginer, on nous a dit ici qu'il voulait corriger les erreurs du passé avec le même marmite qui veut faire la sauce. Mbosso a travaillé pendant 5 ans, bon je dirais 3 ans, avec Félix Tshisekedi. Quelle est sa prestation? Qui peut me donner le nombre de lois que nous avons bénéficiées grâce à ce que vous appelez Parlement? Je n'ai pas souvenance en tout cas. Il n'y a pas eu de loi structurante dans ces pays pendant qu'il était président de l'Assemblée. Il ne nous a servi à rien. Et donc, nous sommes dans cette logique et nous devons apprendre à dire certaines vérités. C'est vrai que ça fait mal.
C'est vrai que ça dérange. Mais nous ne pouvons pas abdiquer à notre responsabilité en tant que citoyens. Nous avons l'obligation de désirer mieux. Le pays est en train de sombrer. Et nous devons prendre le courage de mettre de côté tous ces gens-là. Si nous ne le faisons pas, eh bien, nous devenons des complices naïfs. Ce sont les mêmes personnes. Après l'Assemblée, le gouvernement, ils mettent leurs enfants. Eux-mêmes seront dans d'autres structures de contrôle. Ils mettent leurs enfants. Si son enfant détourne, il sera protégé par le Parlement, justement parce que le papa aura une fonction de choix. Et comme ça, nous restons dans ces cercles infernaux où on aura le même nom pendant des années. Et regardez, l'essentiel de ces gens-là sont de moboutistes. Je dirais tous sans exception. Soit il était moboutiste, soit son père était moboutiste. Tous sans exception. Félix Seked, fils d'un moboutiste. Bahati, moboutiste. Mbosso, laissez-moi citer. C'est lui qui combattait... Non, Félix Seked est né dans le moboutisme. Non, ça vous n'avez pas tort. Mais alors, il était opposant. En quoi était-il opposant? Ce sont des fils de moboutistes. Son papa a participé dans la création, dans la constitutionnalisation de la dictature moboutienne. Etienne Félix Seked, moboutiste. Bahati, moboutiste. Mbosso, moboutiste. Oui. Kamere, moboutiste. Je vous dis, je vous cite les moboutistes. Madame Toulouka, fille des moboutistes. Kamere n'a jamais été moboutiste. Mais bien sûr. Il était membre de la jeunesse de l'Impère. Avant d'aller à l'UDPS, il était membre de la jeunesse de l'Impère. Il a travaillé dans des cabinets ministériels aussi. Et donc, vous vous rendez compte, les papas... Comme fils d'Isaïe, c'est normal, mais pas forcément moboutiste. Mais pas non, il était... Moi, je le connais, papa. Je le connais. Il était dans la jeunesse... Avant d'aller à l'UDPS, il était à l'Impère. Sam Maloko n'était pas moboutiste. Non, vous connaissez son père? Ah, voilà, commencez d'abord à connaître son père. Tous, sans exception, sont des anciens moboutistes. Nous devons arrêter ça. Pour y arriver, il faudrait que le peuple se prenne en charge. Et d'ailleurs, ils ont des factures à payer. Ils viennent justement pour s'enrichir, s'engraisser et protéger et préparer leur retraite. Voilà pourquoi ils font tout pour que leurs enfants soient là. Et nous devons nous dire certaines vérités. Cela doit cesser. Voilà. Cela doit cesser, c'est ce que vous avez dit, malheureusement. Malheureusement, le temps va nous faire défaut, mais du moins, vous étiez prévenu que nous allons recevoir également Fumutoto pour les comptes de l'Union Sacrée. Il vient de se joindre à nous, mais presque à la fin de l'émission. Fumutoto, bonjour et merci d'être là. Bonjour à vous, à monsieur, mon frère Bolodjoa et à tous qui nous suivent. Bonjour. Je m'excuse beaucoup pour des raisons d'État. Vous n'étiez pas là, heureusement, malheureusement, ça dépend, mais parce qu'Alain Bolodjoa a dévalé des choses. Alors, on a parlé, on prend ça comme question. Nous sommes sous l'état des sièges, vous le savez, à l'Est. Nous sommes agressés par l'armée rwandaise via l'M23, ça vous le savez également. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore le bureau définitif de l'Assemblée nationale, encore moins du Sénat, bien que les élections sont prévues plutôt pour le mercredi prochain. Mais il y a déjà les intentions de réviser plutôt la Constitution. Sur ces plans, sur la question, pensez-vous que l'opportunité y est ou bien ça sera en violation de la dite Constitution? J'avais posé des questions pertinentes à mon frère Bolodjoa lors de l'émission de la fois passée et vous étiez étonné de voir que M. Bolodjoa, mon frère, ne connaissait même pas c'est quoi la forme républicaine de l'État. Il a même déclaré sur votre plateau ici que nous sommes dans un État unitaire. Vous avez compris? Je lui ai opposé des arguments. Cette constitution est appelée la constitution des belligérants. Qui me contredisent si cette constitution n'est pas la constitution des belligérants. Quand on dit réviser la constitution, signifie on maintient les articles non variables et on peut changer les restes. Est-ce que ça peut être un débat si c'est la révision de la constitution? Mais quand on dit changement de la constitution, ça veut dire qu'on va revenir au peuple et on va changer la constitution s'il accepte. Et qui peut être l'initiateur? L'initiative peut venir d'où? L'initiative, en fait, en principe, en sciences politiques, il faut une constituante. Et la constituante veut dire, dans le cas des espèces des institutions actuelles, c'est nous avons l'institution président, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le Sénat, qui se convient de mettre en place une commission
constitutionnelle comme la commission constitutionnelle de Luaboro. Et maintenant, cette commission termine le travail, remet à la constituante endosse et puis on bat la campagne constituante. Vous comprenez? Et le combat, cette campagne, ça signifie que le préalable, c'est que ceux qui doivent aller consulter le peuple pour un éventuel référendum doivent avoir été au préalable des élus du peuple. Okay. Maintenant, qui sont élus du peuple? Nous avons le Sénat, nous avons l'Assemblée nationale et nous avons le président de la République. Et cela est fondé sur l'article 5 de la Constitution qui dispose tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce pas directement par référendum, par élection ou par le truchement de son représentant. Toute souveraineté appartient au peuple. Et donc le peuple étant vivant, le peuple étant éternel, comment on peut dire qu'on ne peut pas retirer une constitution, la remplacer par une autre? Et Bolodjo, il est allé ramasser ça où? Parce qu'il s'est fait spécialiste de tout. Je voudrais qu'il me raconte, qu'il vous réponde, qu'il me parle clairement des dispositions verrouillées de cette constitution. Je lui ai posé une question. La forme républicaine de l'État, c'est quoi? Je lui oppose un argumentaire. Maintenant, on peut réviser cette constitution, on peut aussi la retirer via un référendum. Et lorsqu'une constitution est retirée, on ne la viole plus. Et lorsqu'une constitution est révisée dans les dispositions qu'elle n'interdit pas de réviser, on ne viole aucune loi. Quel est le vrai problème à Bolodjo sur la révision ou le changement de la Constitution? Quelle est sa doctrine? Cela me pousse à vous poser la question. C'est vrai, une question qui a été posée et suite à la réponse de ces dernières, nous sommes arrivés à ces niveaux. On parlait du blocage. Le chef de l'État avait dit qu'il y a blocage, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas le bureau de l'Assemblée nationale, d'où il faut réviser la Constitution. Est-ce qu'il y a lieu? Est-ce que c'est cohérent? Qui doit réviser la Constitution? Si c'est réviser la Constitution, non, mais je réponds. Qui doit réviser la Constitution? S'il faut réviser la Constitution, l'initiative revient concurremment à 3 catégories de personnes. Je cite l'article 218 de la Constitution. Ça peut être initié par le chef de l'État. On peut maintenant ravir à l'informateur la durée de 30 jours renouvelable une fois à 30 ou à 10 jours, à 15 jours. Au gouvernement et même à une pétition de 100 000 personnes signée par les Congolais. Ouais. Est-ce que c'est ça le débat? Ce n'est pas le débat. Seulement, on ne peut pas réviser une constitution pendant l'état d'urgence ou pendant l'état de siège. Ça, c'était un verrou au niveau de la Constitution. Mais quel est le point de vue politologique, politique ou socio-économique de Bolodjo en disant on ne peut pas toucher à la Constitution? Il se fonde sur quoi? Il ramasse ça où? J'ai dit ceci à Bolodjo, regarde-moi, en tant que politologue, ton frère. La constitution ici ne mérite pas être la constitution d'une république. C'est une constitution des belligérants. Mais j'ai suivi, ça, sans pour autant vous interrompre, encore moins vous contredire. Il y a une vidéo qui circule sur la toile où le prof Mbata détient la constitution. Il dit clairement que c'est l'actuelle constitution que nous avons, c'est la meilleure de toutes les constitutions. Bon, c'est son point de vue. Le prof Mbata est un doctrinaire. Fumutoto est un penseur politique et un doctrinaire finalement. Donc il peut avoir un point de vue qui peut être conforme à la doctrine, ou il peut inventer la doctrine, c'est un professeur d'université. Mais il faudra que dans le fait, il puisse nous dire que c'est la meilleure constitution. Je donne un argument d'opposition à Bolodjo. Cette constitution est proclamée comme constitution de la 3e République. Ouais. Alors que la première n'a pas existé, la deuxième n'a pas existé. Mobutu est né dictateur, il a exercé le pouvoir comme dictateur, son pouvoir n'est pas venu du peuple et son pouvoir n'a pas été remis au peuple. Comment on peut qualifier la gestion de Mobutu d'une république? Ou l'état de Mobutu d'une république? Bon, je vais les raconter dans ce débat-là. Parce que souvent, nous faisons les débats sur l'actualité, injuriés, qui sont pour, qui sont contre. Et tout le monde peut paraître intelligent. Je vais découvrir l'intelligence de Bolodjo dans ce débat de fond. Malheureusement, vous êtes venu en retard et on n'a pas assez Malheureusement, de temps. Est-ce qu'il aura le temps de même répliquer? Dans les peu de minutes, il peut me répondre. La forme républicaine de l'État, c'est quoi? Parce que moi, je dis que c'est une aberration. Mais vous, l'Union sacrée, vous voulez nous faire comprendre que s'il y a un blocage aujourd'hui, c'est parce que la Constitution n'est pas bonne. C'est votre point de vue. Nous n'avons pas le gouvernement. Nous n'avons pas le gouvernement. Encore moins les bureaux de l'Assemblée. Mais en quoi je vais vous dire la vérité la Constitution je crois que pose problème. Il faut que vous aussi, journalistes, puissiez nous aider. On ne retire pas une constitution parce qu'elle est mauvaise. Forcément. On ne retire pas une constitution parce qu'elle a des faiblesses, forcément.
on retire une constitution parce que celui qui est au pouvoir a une autre vision d'État. Waouh. Ça voulait dire quoi concrètement? Mais c'est ça. Donc c'est la vision du chef de l'État qui peut faire à ce que la constitution soit changée. Je te réponds, il y a 3 types de constitutions à travers l'histoire politique. Il y a la constitution octroyée comme la loi fondamentale belge. Il y a la constitution pacte, c'est-à-dire signée par exemple la constitution de Belligérant, celle que nous avons. Et il y a la constitution référendaire, celle qui est passée par le peuple. Dans toutes les 3 sortes de constitutions, c'est l'élite qui propose, soit individuellement ou collectivement, une constitution. C'est l'élite qui amende une constitution. Même quand nous disons nous battons, nous allons au référendum. Mais référendum, ça veut dire quoi? C'est référé à, ça veut dire la constitution est bâtie en dehors du peuple, sur base de la vision d'une élite ou d'un individu au pouvoir. Cette constitution, je peux l'appeler sans risque d'erreur, c'est la constitution de M. Kabila. Ah bon? Oui. Et là, j'assume la doctrine de la science politique. Et je vais entendre le débat. Je vais suivre la contradiction. Et je pense que Bouloudja n'a pas le poids de faire ce débat. Vous êtes sûr? Vous en êtes sûr? Je suis très sûr. L'État nous fait défaut. Si lui gagne cette portion de débat, tout dépendra je ne suis plus politologue. Si on peut réorganiser l'émission pour que faire. Vous soyez satisfait par rapport aux questions. Mais qui me répondent un peu à ces demi-questions. Cher Alain, en guise de conclusion en même temps, vous avez 2 minutes. Si vous pensez que vous pouvez rencontrer les questions énumérées par M. Fumototo, vous avez la parole, c'est par là qu'on va se quitter. Il est trop prétentieux, fort malheureusement ignorant, ouais. Et tout le monde va les constater. Voilà, allez-y. Dites-nous un peu comment vous allez procéder pour changer la Constitution. Parce que le grand principe reste d'abord, on doit abolir l'ancienne Constitution pour proposer une nouvelle Constitution. Vous ne pouvez pas, vous qui êtes liés par la Constitution, amener un nouveau texte constitutionnel pour changer celle que vous avez et qui est le soubassement de votre présence en tant que président. D'abord, il y a 4 catégories de personnes qui sont désignées pour la révision. Ce n'est pas 3. Il y a le Parlement, l'Assemblée nationale ou le Sénat. Et puis, deuxièmement, si M. Félix Séké prend l'initiative... Et la fraction des 100 signatures. Non, tu as cité seulement 3, non? Non, vous avez cité 3. Mais tu viens de citer aussi 3 seulement. Oh. Mais, tu as dit les institutions président, le Parlement. Moi, j'ai cité président et Parlement. Il n'a pas cité les institutions. Il a dit l'Assemblée nationale. Mais pourquoi vous voulez mentir? Mais c'est dit qu'il était 118. J'ai dit que vous avez cité 3. Mais pourquoi vous n'avez pas cité le président? C'est ridicule. Vous n'avez pas cité le président. Vous comprenez que c'est un confusionniste? Non, il n'y a pas de confusion. C'est ridicule. Il n'y a pas de confusion. Je n'ai pas cité. Je prends à témoin. Je n'ai pas cité président. J'ai dit il y en a 4. Vous avez cité 3. Vous avez oublié le Parlement. C'est ce que j'ai dit. Moi, je n'ai pas cité. Alors pourquoi voulez-vous mentir? Je ne vous ai pas contredit en complétant. D'accord. Je ne vous ai pas contredit. Comment peut-on être aussi prétentieux et ignorant à la fois? Non, mais tout le monde est ignorant. Oui, je les constate. Je suis un ignorant conscient. Oui, je les constate. Mais je suis plutôt connaisseur là où tu ne connais pas. Oui, je constate. Allez-y. Je constate. Un président de la République a des compétences lui conférées par la Constitution. Ouais. A-t-il le droit d'initier le changement de la Constitution? Parce que c'est là les débats. Ouais. Les parlements, ils sont liés par la Constitution. Ouais. Vous ne pouvez pas utiliser le Parlement pour proposer une nouvelle constitution parce qu'ils n'ont pas compétence. Dites-nous, comment allez-vous procéder sur le plan technique à changer la constitution avec des institutions qui sont liées à cette constitution? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Le peuple est souverain. Oui, le peuple est effectivement souverain. Il a le pouvoir de décider en dernier ressort. Il a transféré un certain nombre de pouvoirs à certaines institutions, notamment le Parlement, mais il n'a jamais reconnu le droit de changer la constitution. Citez-moi un seul article où le peuple a conféré le pouvoir à ce que vous appelez parlementaires à initier le changement de la Constitution. La révision constitutionnelle, on leur reconnaît le droit. Et la procédure pour y arriver, c'est reconnu dans la Constitution. Mais le changement de la Constitution n'est pas constitutionnel. Et donc, tout celui qui va prendre l'initiative de proposer une nouvelle Constitution doit préalablement dissoudre toutes les institutions et abroger la Constitution actuelle pour justifier son action. Vous violez la Constitution, cher monsieur. Vous avez posé une question. Que je réponde à cette question. Vous violez la Constitution. Alors, maintenant, vous voyez que je disais qu'il ne connaissait pas la doctrine. Vous non plus. Attendez. Est-ce que ce qui n'est pas constitutionnel n'est pas politique? Est-ce que ce qui n'est pas constitutionnel n'est pas
doctrinal. Mais c'est là que je réponds. Voilà ce que moi je considère comme délit. Je réponds. Vous fondez votre action sur la Constitution et vous voulez aller vers la doctrine. Non. Je réponds à votre question. Si on veut réviser la Constitution, nous parlons du changement. On se fonde sur la Constitution. On ne la viole pas, on ne peut pas poser que les actes conformes à ce que la Constitution dit. Touchez-moi ici, mais touchez-moi pas ici. Mais si on veut changer la Constitution... Par qui? Mais j'arrive. Si on veut changer la Constitution, on ne la viole plus parce qu'on veut la changer. Maintenant, comment on change? Alors, voilà. Nous avons la Constitution référendaire de 1964. Vous êtes d'accord avec moi? Où il y a eu la commission de Louabourg et il y avait le professeur Iléo et le professeur Liaou, le professeur Iléo qui était président de la commission et le professeur Liaou était secrétaire et les autres étaient là. Comment sommes-nous passés de la constitution de 1964 à la constitution de 1967? Comment sommes-nous? Attendez, mais non, attendez. Il y a eu coup d'État. Il y a eu coup d'État en 1900. Non. Vous n'avez pas compris. La constitution des révolutionnaires. Il y a eu coup d'État. Est-ce que Kassavou va faire un coup d'État? Oh, 1967, Kassavou était là. Attendez, mais est-ce que vous comprenez? Mais vous n'avez pas compris. La constitution a été changée en 1967. La constitution des révolutionnaires suite au coup d'État de 67. Je reprends 64. Et c'est Mobutu qui a pris l'initiative. Je vous ai donné la constitution référendaire de 64. C'est papa, tu es dans la confusion. Mais suivez un peu comme la confusion. Suivez. Nous avons la loi fondamentale belge qui avait institué une transition dans laquelle le président Kassavou, le président, le premier ministre Lumumba ont été élus et c'était une transition de 4 ans. N'est-ce pas? Et maintenant, nous sommes arrivés, nous avons fait tomber cette loi et nous sommes arrivés à la Constitution de 1964. Et il n'y avait pas de coup d'État. Il n'y avait pas de coup d'État. Non, 64. Non, mais tu ne comprends pas. Il y a eu coup d'État de qui? Il y a eu coup d'État. 61, 64. On a renversé l'ordre institutionnel qui était là. Kassavou ou Lumumba, ils étaient liés par un texte fondamental. Vous ne comprenez plus. Avec le gouvernement d'Adoula, il y a eu un coup d'État. La Constitution de 64, la Constitution de 64... Avant la promulgation de la Constitution de Louabourg, il y a un coup d'État qui a quitté le pouvoir. Mais l'ordre constitutionnel a été suspendu. On a chassé Lumumba, on a dissous le Parlement. Tu ne comprends pas. Mais voilà, on a dissous le Parlement. Gizenga a été député. La destitution d'un premier ministre, c'est un coup d'État. L'ordre constitutionnel ayant été suspendu, c'est un coup d'État. Est-ce que tu me suis? Bolo, je répète. La Constitution de 1964 est passée par le référendum. Pourquoi? Mais tu dis encore pourquoi alors que je t'explique? Vous m'expliquez quoi? Mais laissez-moi c'est que vous ne maîtrisez pas, vous m'expliquez quoi? Voilà, vous avez compris qu'il ne comprenait pas. Donc, il y a la Constitution référendaire de 1964. Il n'y a pas eu un coup d'État. Ça n'a pas été destitué avant la promulgation de cette Constitution. La faute était au fait que ce n'est pas la constituante qui l'avait endossée après la fin des travaux de la commission de la Louabourg. C'était la faute en sciences politiques comme en droit. Maintenant, c'est la Constitution de 1967 qui est référendaire aussi, mais qui vient après un coup d'État de Mobutu. Là, vous n'avez rien compris. Mais laisse-moi. Vous n'avez rien compris. Mais laisse-moi parler. Tchombe. Laisse-moi parler. Tchombe et les autres se sont rencontrés. Pourquoi? Parce qu'il y avait sécession. Le fait qu'ils ont rejeté la configuration imposée après la mort de Lumumba. Comment passe-t-on d'une constitution à une autre? C'est ça la question. Maintenant, De Gaulle avait trouvé une constitution en France. Comment est-il passé de la 3e République à la 4e République en France?